ayant dit ça, je voudrais vous dire, comme nous le faisons d'habitude, si vous n'êtes pas à l'aise avec nous enregistrant votre participation, euh, faites-nous savoir et puis nous nous assurerons que ça soit éliminé du matériau et que votre intervention ne soit pas dans l'enregistrement. Voilà. Donc, je vais vous présenter les trois facilitateurs, facilitatrices pour cette séance. Ils ont travaillé lors de notre première séance très, très fort. Ça fait quand même 5-6 mois qu'ils travaillent dur pour avoir l'agenda, l'ordre de jour que vous savez pour l'Afrique. Hilary à Zimbabwe. Et puis, nous avons d'Argentine, en Amérique latine, nous avons Carla qui va se joindre à nous. Et puis, pour la région de MENA, qui est au Caire en Égypte, nous avons Abdou Maoula. Ils sont tous des membres de l'équipe IC et c'est eux qui ont créé les contenus de notre espace de co-apprentissage pour la séance, l'espace numéro 3. Nous avons les directeurs d'apprentissage. Donc, je vous présente les thèmes de la semaine dernière. Nous avons vu les tendances. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous parce que je sais que vous avez eu des conversations fort intéressantes. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, nous allons voir les stratégies et les instruments pour renforcer ces luttes et avoir des conversations avec les différents intervenants, intervenantes. Et puis, je vous donne la parole à Heather, qui va diriger la conversation et qui va nous parler des différentes opinions que vous avez partagées avec nous par rapport à la séance précédente de la semaine dernière. Donc, comme vous le savez tous, c'est un projet qui comporte un espace asynchrone où vous avez l'occasion de partager vos idées et des réponses à des questions que nous posons dans les salles de classe Google. Donc, moi, je vais partager l'écran ici de cette classe de Google, salon de classe Google. La question que nous avons posée, c'est selon ce que vous avez entendu ici, est-ce que vous avez des expériences à partager qui montrent des différences ou des similarités dans votre région? Donc, j'espère ne pas prononcer mal le nom. Nous ne pouvons pas entendre l'interprétariat vers l'espagnol. Je m'excuse de vous interrompre. L'espagnol, oui, on l'entend là maintenant. Très bien. Donc, nous avons de Jimena Yanaguaya qui nous dit qu'ils ont trouvé beaucoup de similitudes et ça me surprend que dans toutes les régions, nous avons à peu près les mêmes problèmes, mais dans une échelle supérieure ou inférieure. Nous voyons les différentes solutions qui se présentent selon les contextes, non seulement au niveau du territoire, mais aussi à titre social, culturel, voire religieux. Nous voyons qu'il y a des régions qui n'ont même pas les droits à la propriété selon les contextes religieux, lorsque dans d'autres régions, oui, ils ont déjà les droits, mais elles sont en train de lutter pour avoir un meilleur accès. Nous avons entendu de Kenya les réalités sur le terrain, sur les droits fonciers
et qui a lieu au Nigeria. Les différences dans les contextes beaucoup plus grandes, c'est que comment est-ce qu'on forme aux opportunités de dispossession, mais les aspects de base sont similaires. La nature du contrat social et la mobilisation sociale, souvent dans beaucoup d'endroits en Amérique latine, semblerait-il être complètement différent à ce que nous vivons ici au Niger. Ça, c'était de Andrew Maki. Et puis, nous avons un commentaire du Maroc qui nous donne l'aperçu de ce qui se passe au Maroc. C'est Milodou El Kabir. Donc, vous l'avez en français, toute sa contribution. Je me limiterai seulement à souligner quelques points, mais vous pouvez aller à Google Translate pour le traduire et connaître le contenu dans sa totalité. Ici, il nous parle de l'éradication des peuples autochtones de sa terre qui date depuis, et puis comment 150 kilomètres ont été, 150 000 kilomètres carrés qui sont la propriété de 5043 communautés tribales ayant des droits d'un peu près de 10 millions de personnes. Ici, on voit que la pratique du Maroc est contre la législation des droits humains et il souligne les lois dans sa contribution. Il cite plusieurs textes de loi et ici, il nous parle de la Déclaration des Unis sur les personnes appartenant à des minorités nationales ou éthiques, religieuses et linguistiques, publiée par l'Assemblée générale en décembre de 1992. Ici, nous voyons qu'il n'y a pas de qu'un moyen de corriger tout ça, c'est d'appliquer cette déclaration des Nations Unies et donc similaire à la pratique de la Palestine, selon nous avons entendu la semaine dernière. Mais je vous encourage à tous à aller voir cette réponse. Vous pouvez copier le texte, le mettre sur Google Translate pour connaître le contenu dans votre langue natale ou de préférence. Nous avons aussi une contribution de la part des où il n'y a pas d'investissement là où elle se trouve, il n'y a pas d'humanité. Donc, l'investissement de la terre n'est pas tenu en compte et c'est le commentaire de Sally Midouri. Ici, nous savons Hilary Sue et elle dit qu'on ne voit pas de différence entre les violations qui ont lieu dans toutes les différentes régions. Il y a tellement de similitudes et peut-être nous pouvons trouver une solution en commun par cet réseau. Et une autre contribution de Kenya qui nous dit qu'au Kenya, il y a beaucoup plus sur les titres de propriété, beaucoup plus d'attention et que elle partage que dans la constitution du Kenya, ils ont introduit l'idée que ceux qui ont occupation de la terre dans la bonne foi. Donc, ils n'ont pas les droits absolus à la terre, mais pas beaucoup a été fait pour protéger ces personnes, notamment les femmes et les enfants, ainsi que la jeunesse. Donc, c'est pourquoi
nous constatons des évictions forcées et à cause et on voit que le gouvernement n'a pas une pratique pour accorder un autre endroit pour que les personnes puissent s'établir. Et il y a un besoin que les pays puissent inclure dans le continuum le développement. Donc voilà, si vous avez d'autres contributions à partager, selon vos expériences, ce que vous avez entendu, votre propre expérience, les similarités et aux différences, vous êtes les bienvenus à les faire. Vous pouvez lever la main dès maintenant et le partager en ouvrant votre micro. Hillary, please go ahead. Bonjour, allez-y. Merci, Eder. Juste pour faire ma contribution dans la salle de classe de Google, il y a quelque chose qui est fréquemment vu vis-à-vis les défis des droits fonciers et droits à la terre et les violations, c'est que ce sont les mêmes victimes. La plupart des temps, c'est les femmes et les enfants qui se voient affectés à cause de cette violation. C'est pourquoi je voudrais exprimer ça comme une contribution. Merci beaucoup. Et oui, nous avons constaté que les femmes et les enfants sont affectés et ça est apparu dans d'autres contributions. C'est quelque chose que nous voyons fréquemment dans cet espace de co-apprentissage, que ce sont les femmes les plus affectées selon nous avons déjà entendu par les différents commentaires qui ont été exprimés dans cet espace. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait se prononcer? Aline, allez-y, vous avez la parole. Oui, c'était dans le même sens. Vous signalez que par le espace de co-apprentissage, nous avons constaté que dans toutes les régions, ce sont les femmes les plus affectées dans l'accès à la terre, dans les ressources naturelles et communes. Et je voudrais ajouter à cet égard, c'est pourquoi les femmes s'intègrent avec beaucoup de force et lidèrent les luttes pour la terre. C'est le cas dans l'Amérique latine avec les mouvements des travailleurs agricoles sans terre du Brésil, la lutte de Zapatistas de Libération nationale au Mexique, beaucoup d'exemples où les femmes ont joué un rôle essentiel pour les droits à la terre par l'affectation, parce qu'on constate que les femmes sont les plus affectées dans toutes ces régions. Merci beaucoup, c'était une contribution très bonne. Je pense que ça vient s'ajouter au fait qu'on voit les femmes beaucoup plus marginalisées ou beaucoup plus ciblées. Nous voyons qu'il y a véritablement le besoin que ces femmes deviennent des leaders parce que nous constatons aussi les pouvoirs des femmes qui sont prêtes à lutter pour ces droits et qui ne vont pas se rendre. Et merci pour ça. Et maintenant, nous allons passer à notre facilitatrice Carla qui va présenter à notre première intervenante sur la perspective.
Merci, Heather. Bonjour. Un plaisir de vous présenter à notre intervenant qui va donner une perspective globale et les défis que nous avons pour les droits fonciers, la financiation immobilière et la sécurité de la terre. Elle est une architecte urbaniste brésilienne. Elle a été une des principales promotrices et politiques du Parti des travailleurs en matière de logement populaire, d'urbanisme et de développement local. Elle est architecte de l'université à São Paulo. Elle a un master de gradué d'art social de l'université de New York. Elle est professeure à la faculté d'architecture urbanisme. Elle a formé beaucoup d'étudiants ici à l'Université catholique pontificale de Campinas. Elle est secrétaire générale des programmes urbains du ministère des Villes dans l'affaire présidence du président Lula, auteur de plusieurs livres, La guerre des droits, la colonisation de terre et de l'habitat dans le ère du capitalisme. Un plaisir de t'avoir parmi nous, Raquel. Vous avez la parole. Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonne soirée, peu importe dans le droit où vous vous trouvez. C'est un grand plaisir et je remercie infiniment de l'occasion que vous me donnez de m'adresser à vous avec ce thème que j'ai abordé amplement quand j'étais la rapportrice dans le Conseil de droits humains aux Nations Unies 2008-2010. Donc voilà, j'ai eu l'occasion aussi de produire les principes directifs sur la sécurité de la propriété de la terre pour urbain et les défis dans le RA de la financiation de l'immobilier. Voilà. Et pour toutes les choses que je vous présente ici, c'est basé sur d'expériences internationales et tant que rapporteur international en ce qui sont les menaces et les évictions collectives qui étaient la rôle de toutes les violations quotidiennes des droits humains et en essayant de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi j'ai pu écrire Urban Warfare, que maintenant a été traduit vers l'espagnol et l'anglais. Et j'espère que vous pouvez y avoir accès à mon livre parce que ça est le justificatif des choses que je vais évoquer aujourd'hui. Donc, en ayant dit ça, je pense que nous devons réfléchir sur les contextes. Chaque foyer privé, chaque propriété privée est devenue la seule possibilité juridique pour avoir accès à la terre dans toute la planète. Ça a été imposé sur toute autre source d'appartenance de la terre, de propriété de la terre, même lorsque le territoire avait un droit collectif, communal, religieux et de différentes couches de droits à la terre. Donc, pour être bref, tous les droits d'appartenance à la terre ont été violés et on a imposé l'hégémonie de la propriété privée individuelle qui est commercialisée dans les marchés comme un commodity et puis ça est devenu beaucoup plus marquant lorsque l'espace
de construction ont devenu des actifs commerciaux, financiers qui ont cherché à exploiter ces terrains financièrement, aller chercher d'autres terres et cet espace de construction est devenu un actif financier. Donc, dans les processus de capital financier, ces demandes, ces surplus de capital qui est fort concentré dans les mains de quelques-uns et qui mobilise les territoires non pas pour la vie et la protection de la vie, mais pour construire des scénarios de espaces d'habitat qui sont financés. Pourquoi? Parce que il faut connaître, il faut le reconnaître pour pouvoir lutter et puis en faveur pour tous ces propriétés communautaires parce que c'est une menace car c'est le type d'appropriation de la terre sur laquelle nous avons beaucoup plus de connexions et des relations établies avec l'utilisation de la terre versus la construction sur ces espaces de terre pour des propos financiers. Donc, c'est assujetti au mouvement des capitaux dans un contexte où nous avons de plus en plus de concentration de la richesse dans de très peu de temps. C'est grâce à la possibilité qu'on les accorde des capital dans leurs mains et comme faire la compétition, aller chercher les terrains et les habitats des communes et des peuples autochtones. Donc, moi, je viens à faire le côté des propositions. Au lieu d'essayer d'insérer notre collectif fort multiple d'appartenance de la terre, il faut, dans un contexte de propriété privée individuelle, nous devrons redresser nos droits d'appartenance de la terre dans leur complexité, dans les formes multiples. Parce que si d'un côté, nous permettons que tous les territoires, tous les établissements aujourd'hui se voient menacés par l'éviction à cause des droits, car les droits d'appartenance ne sont pas clairs et sont objets de discrimination par la loi, discriminés parce que les lois sont là pour promouvoir les espaces pour une richesse financière. Oui, il y a une menace d'éviction et qui est très, très difficile pour les femmes, pour les enfants, pour non blancs, pour les minorités religieuses, autochtones et des groupes beaucoup plus desprotégés. Et puis, l'espace qui est occupé, mais véritablement occupé par cette contexte si complexe qui permet la vie, qui protège la vie et qui est l'habitat des pauvres, est véritablement un endroit qui devrait être protégé des forces financières pour l'acquérir. Ça devrait être des espaces de terre gratuits, mais les liens dans le juridique sont complexes. Et c'est pourquoi dans mon intervention, je vais vous dire que nous devons concentrer notre lutte et non aller vers nos forces complexes d'appartenance
et les changer vers les systèmes individuels capitalistes. Mais nous devrons lutter afin de faire valoir et reconnaître la possibilité d'avoir des différentes façons d'être propriété d'une terre. Et je mets sur la table comme exemple ici comment est-ce que la collectivité dans l'habitat, je parle des choses de terres collectives, de la combinaison des différentes façons d'appartenance à la terre qui fasse et qui rend difficile de vendre ces terres dans les marchés privés capitalistes. Et la condition, et ça c'est très important, c'est la condition afin que la propriété de la terre soit sécurité pour ceux qui étaient déjà là, malgré les revenus, malgré le fait qu'ils sont nombreux et, et que sa terre ne soit pas liée au financement. Donc, c'est le moment d'avoir cette conversation car il ne s'agit pas que d'assurer que les familles qui sont là ne vont pas être évitées, mais en même temps, il s'agit d'une question de créer un avenir alternatif pour créer la terre. La terre et la vie, ce sont des droits humains et la terre et l'habitat ne sont pas des commodities qu'on puisse continuer à vendre. Nous, dans l'avenir, nous pourrons y avoir une grande quantité de différentes formes d'appartenance de la terre, de propriété à la terre et non pas se soumettre tous nos systèmes, toute notre économie politique de nos territoires sur un seul modèle privé individuel qui a jamais été conçu pour que les majorités puissent vivre en paix et en sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. C'était une présentation formidable. Je pense que c'est vraiment très important de nous rappeler les structures derrière ça et le fait qu'en fait, tout cela se base dans la racialisation et le capitalisme. Et pour maintenir ce travail pour les gens, il faut absolument penser à des façons alternatives, à des moyens alternatifs pour voir comment tout cela a lieu dans nos systèmes. À présent, j'aimerais vous présenter l'orateur suivant. C'est mon collègue qui fera la présentation. Enfin, il fait partie de la coalition internationale. Il a des recherches internationales pour HIC. Pendant 6 ans, il est basé et c'est aussi le coordinateur principal pour HIC, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Alors, Ahmed Mansour va parler maintenant sur la réparation dans le contexte que nous avons à présent. Ahmed, si tu es prêt. Merci, Heather. Merci aux collègues, aux facilitateurs qui nous ont donné cette opportunité de vous partager cette intervention très simple, très humble sur les recours et les réparations lorsqu'il y a des violations qui sont liées à la terre et toute forme de violation au droit à la terre, par exemple des expulsions, des démolitions. Je vais vous présenter rapidement une idée
sur des réparations et les principes fondamentaux, je vais d'abord partager ma présentation. Est-ce que est-ce que vous pouvez la voir? Oui, quelques participants vous demandent d'allumer votre caméra, للأسف Ahmed. ما عنديش كاميرا على الديسكتوب. Malheureusement, je n'ai pas de caméra. Je suis désolée. بشكل أساسي مبدأ جبر الضرر مبدأ مترسخ من سنوات طويلة في La مبادئ تحديد réparation est un principe qui a été établi pendant plusieurs années, le principe مبادئ pour التطور la لحقوق loi الإنسان. internationale. الإنسان زي ما هو واضح في الشريحة الأولى Enfin, c'est un الفترة principe الطويلة établi من par la loi internationale. Nous verrons في un exemple. أزمة كانت ما بين ألمانيا وبولندا Nous وفي avons le cas بولندا d'une دخلت في usine. تعاملاتها الدولية مع ألمانيا وكان ينبغي عليها إن هي تتحمل المسؤولية الدولية في تنفيذ مبادئ Alors, il y a cette responsabilité internationale بمصنع pour les شوارزمان. principes de réparation المحكمة العدل qui doivent être traduits. زي ما واضح في السلايد انا جبت النص تحديدا انه مبدأ Donc, nous voyons très clairement dans cette diapositive que tout cela a été établi par la Cour internationale de justice. نص صريح على هذا المبدأ وبنعتبره حتى في Cela ne requiert même pas un texte sur cette présentation. انه حكم مبدأ بحكم الواقع يفرض بحكم الواقع حين يكون هناك انتهاك او فعل غير مشروع من دولة ما على الدولة ان تعالج هذا الامر وتعيد الوضع Lorsqu'il y a une violation de la part d'un État, عملية الانتهاك او عملية الفعل غير l'État المشروع الذي احدث doit الوضع في rétablir الدولة الأخرى. la situation à l'état préalable, c'est-à-dire comme cela était avant cette violation. Alors, avec le développement du droit international ainsi que le développement des droits humains, nous avons le concept de réparation qui a été établi par les victimes de violation des droits. Ils demandaient des réparations en face des cours internationales, auprès des cours internationales ainsi qu'auprès des cours nationales, au cas où leur système national pourrait échouer. Pour le droit international, dans les dates les plus récentes, cela a permis de créer une opinion sur le mur en Palestine. Puisqu'on considère qu'il viole le droit international, Israël devrait couvrir les réparations et devrait rétablir l'endroit, devrait le rétablir à la situation antérieure. Avec le développement du droit international, on s'est rendu compte que ces principes de réparation sont définis dans les traités internationaux. Ici, nous avons quelques exemples sur les traités qui traitent le concept de réparation et de recours pour les victimes de violation des droits. Nous voyons quelques mentions de résultats, par exemple, l'ICCPR, l'ICERD, CAT, ainsi que la Convention de l'Haye. Les accords de Genève qui parlent sur cette réparation en conséquence des endommagements et des préjudices. Aussi, le statut de Rome. Dans les articles 68, nous voyons que des mesures de sécurité sont applicables pour protéger la réparation aux victimes de violation de ces droits. De même, et selon ce principe de cette loi, nous voyons la Déclaration universelle des droits humains qui date de 1948, qui mentionne que toutes les personnes ont le droit de recevoir des réparations efficaces de la part des tribunaux nationaux compétents
pour des actions qui puissent violer les droits fondamentaux qui leur sont donnés par la Constitution ou la loi, ainsi que les principes pour la prévention efficace qui peut donner des réparations aux victimes. Il y avait aussi un document avec les différents principes et les lignes directrices sur les droits de réparation aux victimes. Nous avons les principes et les lignes directrices de base pour les victimes de violations aux droits humains. Selon cela est établi par la loi internationale des droits humains ainsi que la loi de violation grave dans le cadre du droit international. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce cas, en ce qui concerne la réparation, c'est que le Conseil des droits humains a reconnu l'accord et les principes du droit international. Les violations graves des droits humains et cela requiert la réparation vis-à-vis des victimes ainsi que des obligations de rétablir et de réparer ces endommagements, en plus d'améliorer les lois et les mécanismes internes pour que tous les domaines du gouvernement puissent faire respecter le principe de réparation aux victimes de droits humains. Il ne faut pas oublier que le Conseil des droits humains de l'ONU, en ce qui concerne les expulsions, affirmait que les victimes et que les personnes en général, elles ont le droit à un logement adéquat. En plus, les expulsions représentent une violation grave contre les droits humains. Cela nous oblige à comprendre les réparations et les réparations aux victimes des droits humains qui ont été violés. Ahmed, désolé, tu as 3 minutes pour finir. Désolé. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je vais presque finir. Les principes de réparation ont 5 éléments principaux. La restitution, le dédommagement, la compensation, la réhabilitation et la garantie de non-répétition. Dans le contexte de faire établir ces principes, on voit qu'il y a un groupe d'éléments qui comprennent l'importance de pouvoir mettre en œuvre un régime qui protège les droits sociaux, ainsi que plusieurs façons ou plusieurs types d'abus. Cela considère aussi les violations qui ont lieu de façon systémique, ainsi que le rôle des institutions pour contribuer à la pérennité de ces violations. Nous affrontons un certain nombre de défis qui sont représentés. Nous voyons la capacité institutionnelle et l'importance dans les relations institutionnelles, ainsi que le manque d'intégrité dans cette solidité. Pour avoir une réparation efficace, j'aimerais conclure ma participation en disant qu'il y a une brèche dans la réparation et les recours. Il y a plein de choses qu'on pourra considérer comme des objectifs de développement durable ou les principes qui sont liés au droit de la terre et à la gouvernance de cette terre.
Ces sujets de réparation et de dédommagement aux victimes فأنا يعني أوجه هذه الملاحظة أنه ينبغي أن يكون هناك sont جهد présentes أكبر dans plusieurs communautés. الضرر Je في المجتمعات considère الدولية qu'on devrait faire de plus grands efforts pour la réparation selon les normes et les politiques internationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette participation qui va nous donner des dimensions centrales pour des problèmes si compliqués. On vous disait qu'on continuerait avec la présence de Rodi Martinez, dirigeante colombienne. Mais les latino-américains le savent, ce dimanche, nous aurons quelque chose de très important pour notre continent. Ce sont les élections dans la Colombie. Et c'est à cause de cette raison-là et à cause du rôle de jury, elle ne pourra pas se connecter parce que c'est une situation complexe. En Colombie, leur vie est menacée, il y a des persécutions, donc c'est très important de pouvoir prendre en compte ce contexte. Cependant, nous avons avec nous, pour nous parler de la déclaration des droits, cela est une stratégie globale que nous avons poussée vers l'avant. Nous avons Maria. C'est une avocate italienne qui travaille en droits humains. Elle a un master en études latino-américaines. Elle est experte en droit humain. Elle est coordinatrice du bureau régional. Hola, buenas tardes. No sé si me... Buenos días. Bonjour. ¿Me escuchan, Carla? Sí, te Yo no escuchamos. escucho nada. Mira, Gracias. Raquel dice que no. Bueno, a ver si ahora sí. Bueno, buenas tardes, buenos días. Pouvez-vous m'entendre? Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Il est malheureux de ne pas avoir la voix paysanne en ce moment. Il s'agissait de pouvoir raconter depuis l'intérieur tout le processus qui nous a menés vers la déclaration des droits paysans et des personnes qui habitent et qui travaillent dans les zones rurales. Nous avons eu des opportunités depuis la Coalition internationale pour l'habitat, depuis les bureaux différents, de soutenir quelques-uns des débats liés à cette déclaration pour la voie paysanne, avec plusieurs alliés. Et nous avons même créé une petite présentation avec la voie paysanne avant que cette déclaration surgisse. Cela était un manuel pour la protection paysanne. Nous avons eu la tâche de trouver, d'avoir quelques exemples pour voir ce qui seront reconnus dans la déclaration comme des droits de la population paysanne. J'aimerais vous dire que cette déclaration est née après 17 ans de travail de la part de la voie paysanne. On disait après la croissance de cette époque, nous avons vu tous les problèmes spécifiques dans le champ. Ils ont vu que c'était nécessaire puisse être rédigé dans une lettre et qu'après, on puisse l'envoyer aux Nations Unies en leur envoyant ce document, ces déclarations. Ce travail a quelques aspects similaires en ce moment pour reconnaître ce droit à la terre. Et pour cette raison, on pensait que c'est très intéressant de voir comment cela avait été fait.
construcción colectiva y dirais de qu'après ces 17 ans de construction collective et de plaidoyer dans les Nations Unies pour reconnaître la déclaration, on a réussi à le faire le 17 décembre 2018 à New York, 21 votos a favor de los avec diferentes 121 votes en faveur des différents pays du monde. La déclaration protège les droits de toutes les populations rurales, paysans, paysannes, travailleurs agricoles ruraux et même peuples autochtones. Cela commence avec ce que cette déclaration veut dire pour les paysans et ça reconnaît des droits fondamentaux pour le débat que nous avons là, comme le droit à la terre. Le droit foncier, ce n'est pas un droit reconnu au niveau mondial. On est en train de travailler pour faire ça. años en las Naciones Unidas a favor explícitamente del derecho a la tierra. Après beaucoup d'années, nous travaillons pour ce droit à la terre. Mais la Déclaration des droits paysans réussit cette reconnaissance. Il y a cette reconnaissance au droit à la terre, à l'eau. Le sujet de la durabilité, donc c'est une déclaration très intéressante. Quelques années plus tard, la voix paysanne a célébré cette reconnaissance de la déclaration. Et il serait nécessaire de faire des réformes agraires partout dans le monde. Moi, je voulais tout simplement vous partager cette information et vous parler sur la déclaration et cette explication du processus dans le site de la voix paysanne. Que à partir de là, on pourra reprendre plus d'informations. Merci. Heather, I see your hand. Levez la main. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais tout simplement dire qu'il y a aussi la participation de la Liga Campesina et de FIA et que je pourrais vous partager ça dans le chat dans un certain moment. Nous pouvons dire que c'est une magazine graphique, donc ce sera très facile à suivre. Elle est disponible en plusieurs langues et je peux mettre les liens dans le chat. C'est tout simplement un manuel sur les déclarations des Nations Unies et aussi la semaine prochaine, nous aurons un orateur qui va nous parler sur les discussions qui ont été faites dans ce manuel. Et il me semblerait qu'il va aussi parler sur la déclaration des droits des paysans. Tous ces liens que je vais mettre sur le chat qui seront aussi disponibles sur Google Classroom. Merci. Abdel Maoula, en ce moment, nous aurons un espace pour réfléchir, poser des questions, etc. J'aimerais remercier Raquel et Sylvia de ces présentations si intéressantes et très utiles. C'est aussi un espace pour toutes les personnes qui aimeraient partager. C'est un espace libre qui va durer 15 minutes pour partager vos impressions. Nous voyons Joseph de HIC. Bonjour à tous.
Est-ce que vous m'entendez? نعم نسمعك. Pouvez-vous m'entendre? Oui, on t'entend. Impressed with the presentations today. And Je suis très impressionnée en écoutant les présentations d'aujourd'hui. these issues of violation Un des aspects clés que nous devons considérer, les violations des droits fonciers, issue of land rights and the violation, those who induce this on comprend le problème are the private sector de ces droits used by market forces. dans le processus Really difficult qui fait participer le secteur privé ainsi que les marchés. the victim. Il est très important d'avoir de la justice en faveur des victimes parce que les traités et les convictions et les principes internationaux mentionnés par Ahmed, bon, on sait que les gouvernements Promulgate this at the national law. signent ces traités et ces conventions, mais Enforce ils ont peur de les mettre en œuvre au niveau national. find it difficult. Alors, il est très difficile de Have experts here faire qu'il soit valide dans le cas d'une violation. Si on a un expatrié ici, vous pourrez dire qu'il n'y a pas de solution effective entered into. parce que So we dans ces conventions into the national laws. The victim où les États, difficult. enfin que les États signent, So what are the ways? nous voyons Thank you. que les personnes ne se voient pas bénéficier puisqu'ils ne respectent pas ces conventions. جوزيف شكله. تفضل يا جوزيف. Merci beaucoup, Desmond. Thank you, Dr. Naga. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Joseph Shackler. Some learning points, Merci. and J'aimerais also tout simplement answer what mentionner was quelques aspects asked us. d'apprentissage As et you peut-être recall, in the first répéter un petit meeting peu ce qui of the nous a été Civil Rights demandé on Land, par we le collègue. Si vous vous rappelez discussed bien, human rights lors on de land notre as première something réunion as dans land cet being a espace universal pédagogique des need droits fonciers, for humans. on a dit que la terre Of course, we est don't un have that besoin recognized in law yet. de base But what you des have been êtres seeing humains. from Évidemment, cela n'est pas presentations encore and reconnu au niveau today, mondial. Mais ce que nous avons vu the dans ces law is présentations, evolving. et en particulier So aujourd'hui, the c'est que la loi se trouve dans un processus de réalisation. C'est-à-dire dans la lutte internationale, on reconnaît que l'expulsion est une violation. Et cela peut être aussi appliqué au logement et à la terre. Nous avons écouté que le droit foncier doit être reconnu non seulement comme une option économique ou culturelle, mais il faut reconnaître aussi la partie sociale et les différents types de droits fonciers qu'on devrait avoir. C'est ce qu'on a déjà dit. Lorsqu'il y a une violation, le droit sera applicable. Le droit à la réparation. Il ne s'agit pas seulement d'une rémunération, mais aussi du dédommagement, de la restitution, etc. Ainsi que la garantie de la non-répétition. Et cela est très important. Il faut comprendre que cette loi de réparation a en fait évolué. C'est la réparation entre États. Et après, on a considéré que c'était un droit de ceux qui affrontaient ces violations. À présent, nous avons la Déclaration des droits des paysans et nous avons aussi la Déclaration des droits des peuples autochtones. Je ne pourrais pas le considérer un droit universel, c'est un droit qui est restreint à un groupe social. Le remède, la réparation doit être un paquet complet pour que ces choses
soient vraiment opérationnels. Il faut les utiliser. Comme on l'avait déjà dit, il y a un long chemin à parcourir, mais il est très important de reconnaître ces normes pour faire évoluer les droits fonciers. Il faut voir comment cela est devenu un droit pour les victimes. Et donc, on pourra l'expliquer à plusieurs communautés en particulier. Mais en tant qu'un droit universel, ça représente tout ce qu'on doit faire. شكراً جزيلاً جوزيف على هذا التوضيح الهام والعميق في نفس الوقت. الكبير Merci beaucoup. Merci pour ces commentaires. الكبير Maintenant, Maintenant, le professeur pourrait-il ممكن تعرفنا بنفسك معلش activer son microphone pour parler avec nous? لكي Tu pourrais nous parler un petit peu plus sur toi? من قبل بكثير. Oui, on se connaissait déjà auparavant. Je suis El Javier El Miloudi, je suis au Maroc et je travaille avec des problèmes qui affectent les peuples autochtones. Merci beaucoup. J'aimerais mentionner une question extrêmement importante. Lors de l'intervention de Madame Raquel, on a mentionné un point d'accord et c'est le suivant. La raison de lutter contre l'impérialisme et le capitalisme nous parle sur le caractère financier de toutes les ressources et cela inclut la terre ainsi que la santé. Il me semble que c'est un problème très grave. Il faut savoir comment gérer cette lutte imposée par le capital pour résoudre les différents sujets. Espérons avoir l'opportunité de voir plus à détail les mécanismes qui nous permettront d'aborder cette situation en particulier. وأيضا مداخلتك على المجموعة وعلى الويب سايت وعلى كل هذه التفاصيل. نشكرك شكرا جزيلا. On est très content, monsieur, de votre participation. ولا نعطي الفرصة لو ما فيش حد On vous remercie vraiment. عمل مداخلات فممكن نعطي الكلمة لراكيل وبعد كده Une question. Aurait-on le temps d'une participation supplémentaire? Sí, adelante, adelante. اتفضلي اتفضلي. Raquel pourra commenter sur ces sujets-là. الو هل اسلام كان عايز يعلق بشيء؟ اللي هو في حد رافع ايده اسلام؟ صدى اسلام في حد رافع ايده سامعني؟ للاسف مش سامعني. ممكن راكيل تتحدثي تجاوب على Est-ce que vous pouvez m'entendre? Vous ne m'entendez pas? Raquel, je ne sais pas si tu puisses me répondre, étant donné que nous avons encore un peu de temps, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait participer. Merci beaucoup de toute votre participation et de toutes les questions. La question posée par Desmond pour répondre, oui, quand j'étais rapporteur dans le droit à l'habitat,
nous avons pu constater que tout ce qui est écrit dans les différents traités, dans les conventions, à vrai dire, n'est pas exécuté. Donc, dans la vie réelle, ce que nous savons, c'est une guerre au niveau commercial. Qui est propriétaire de la terre, à vrai dire? Pour moi, il s'agit d'un conflit entre l'utilisation de la terre pour des fins de profit ou l'utilisation de la terre pour survivre. Et ayant dit ça, bon, me semble-t-il que je vois davantage toutes les différentes conventions qui sont là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire valoir. C'est quelque chose qui est utilisé dans le quotidien, dans les luttes quotidiennes de toutes ces communautés et il est utilisé comme instrument dans les mêmes luttes. Je vais vous citer un exemple, la campagne de zéro éviction. C'est une campagne très large au niveau national, dans des différentes communautés elle était appliquée. Elle va utiliser toutes les structures de droits humains, les réformes juridiques, législatives, etc., afin d'établir l'argumentation dans les plaidoyers. Mais dans ces efforts, dans les débats publics, je considère que si on le voit comme ça, on croit vraiment qu'on peut se concentrer dans les efforts, dans les nouvelles législations, afin que le droit à l'habitat soit reflété dans la Constitution. Mais à vrai dire, ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans ce cas précis, la seule garantie d'avoir le droit à la terre et l'habitat qui puisse être fait valoir, c'est la mobilisation, le plaidoyer, les luttes et le renforcement de pouvoir politique. Mais en même temps, il faut s'y prendre de comment on va faire les arrangements au niveau de propriété de la terre pour lesquels les gens sont en train de se battre. Et nous parlons également de toutes les connexions, les liens avec l'immobilier. Merci beaucoup Raquel, pour ta grande présentation et pour tes commentaires. Ahmed Mansour, allez-y. J'ai juste un commentaire. Je voudrais confirmer qu'en parlant de il faut implémenter les principes. Il me semble que le programme des Nations Unies devrait aussi tenir en compte, être tenu en compte et faire les suivis dans les processus de développement et des décisions de développement urbain. Vous demandez de tenir en compte, de faire les suivis des victimes et aussi de tenir en compte de la mise en place de ces initiatives et ces agendas qui ont à voir avec le développement urbain. Et je voudrais souligner également qu'il y a toute une série de pratiques pour faire les suivis pour la réparation, la compensation des victimes. Merci beaucoup. إذا لم يكن لديكم أي تعليقات، هل في حد من المشاركين يود أن يرغب في تقديم أي مشاركة أو تعليق؟ في يعني حد رافع إيده؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main? Et y a-t-il d'autres commentaires? Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'adresser à nous, est-ce que vous souhaitez réagir? Est-ce que nous avons d'autres personnes ou est-ce qu'on passe à notre prochain point de notre ordre du jour? Raquel, est-ce que vous souhaiterez rajouter quelque chose? Il nous reste 4 minutes pour terminer
dans notre... Moi, j'ai une question. Oui, Sí, muchas gracias. Solo es una pregunta. merci beaucoup. Une question pour Madame Raquel Rolnick. Ya que Étant donné que dans la séance précédente, que nous avons eu un débat sur la façon de protéger justement la terre, l'accès à la terre, notamment des femmes, on est arrivé à une conclusion généralisée où souvent, lorsque on protège la propriété collective de la terre, comme vous l'avez bien dit, c'est la façon la plus appropriée de garantir que la terre ne devienne pas une marchandise et ne soit pas à la portée du marché immobilier. Mais le rôle des femmes nous inquiète lorsqu'elles jouent ce rôle de propriétaire collectif. Comment est-ce que cette propriété sociale à la terre, la femme puisse y avoir une protection spécifique lorsqu'elle appartient à ce régime? Parce que, au niveau global, les femmes n'ont pas accès lorsqu'il y a un conflit quelconque au niveau de la terre ou de l'habitat. Elles sont les plus discriminées, les plus éloignées. Alors, je ne sais pas si vous pourrez nous citer quelques exemples pour voir lorsqu'on a cette propriété sociale collective de la terre, la femme soit doublement protégée ou au sein de ce régime, elle soit protégée. Je dois répondre. Allez-y, Raquel. Bon, William, avez-vous des commentaires, William? Oui, moi, j'ai une question. En écoutant que ce jour, c'est le jour pour l'Afrique, j'ai une question. C'est une déclaration seulement politique ou cette déclaration a construit des outils pour l'accès à l'habitat? Est-ce que véritablement ils ont eu des outils afin qu'il y ait un accès à la terre pour les communautés, que ce soit beaucoup plus clair et précis, ou est-ce qu'on parle d'une déclaration seulement au niveau international? ممكن راكيل في دقيقة تردي على الأسئلة التي وجهت لك. تفضلي راكيل. أعتذر منك. Raquel, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Moi, je vais m'adresser à vous en espagnol maintenant. Merci Aline pour avoir mis ce thème sur la table parce que la perspective féministe est importante. Il y a un nouveau regard en ce qui concerne l'accès à l'habitat et à la terre de femmes à partir d'une optique féministe et féminine. Il y a des coopératives qui sont lidérées par les femmes, des coopératives créées par des femmes, organisées par des collectifs des femmes, enregistrées étant que collectifs des femmes. Et il y a des expériences aussi en Amérique centrale, des petites pilotes, si vous voulez, mais qui nous apportent une perspective qu'il faut avancer dans cette direction-là. Me semble-t-il qu'il est très important d'avoir cette perspective ici. Tout dépend de la corrélation des pouvoirs et forces au sein des collectifs afin de faire passer l'idée de qu'elles peuvent être enregistrées à partir des noms des femmes de façon collective. شكرا جزيلا. هنبدأ ننتقل إلى الجلسة الأخرى مع الأستاذ إلهام المرغني من مصر.
Maintenant, nous allons passer à la prochaine séance. Prochain point. Un chercheur économique qui travaille dans l'économie depuis 1979. Il est membre de l'Association pour l'économie. Il est un expert en économie. Il a fait beaucoup de formations dans ce domaine et il a créé la sensibilisation sur les droits. Il a publié différents livres et articles difficiles à toutes les citer ici avec les si peu de temps que nous avons. Dr. El Ami va nous parler sur les stratégies de plaidoyer pour renforcer les droits à la terre dans le zone rurale d'Égypte. Il va s'adresser à vous sans l'utilisation de la présentation PowerPoint. Merci, merci beaucoup, mon cher ami. Merci d'avoir l'advocatie. Il y a beaucoup de campagnes de plaidoyer et de lobbying qui se font dans des zones rurales. Il y a eu une grande campagne pour protéger les différentes régions et aussi cette lutte continue. Nous parlons aussi sur le plaidoyer d'autres terres. Nous avons aussi une campagne afin de défendre les droits fonciers. Lorsque la propriété agricole, lorsque on a limité l'accès à ces terres et ces terres a été distribuées aux agriculteurs depuis les décennies des années 80 et 90, il y a eu maintenant, on revient sur cette action et on est en train de dépossesser cette personne des terres agricoles. Il y a eu beaucoup de luttes où plusieurs personnes mouraient lorsqu'ils défendaient leurs terres. Madame Arc, qui est décédée à Sarandou, puis il y a eu plusieurs campagnes qui ont traité le thème des droits à la terre. Et lorsque on parle des plaidoyers des terres des aéroports Maba, qui était le seul aéroport établi à la fin des années 1940, qui avait plus de 900 km² et à l'année 2018, on a commencé à investir dans la terre et on parlait d'un plan de développement pour qu'elle devienne beaucoup plus attrayante pour les investisseurs. Et cette zone a été donnée aux autorités communautaires de l'époque
aucune campagne pour les peuples. Il y a eu beaucoup de plaidoyers en défense de cette terre, notamment les plaidoyers visaient contre le développement de la région. C'était une méthode utilisée dans la campagne relative à ces terres. Et on demandait le gouvernement de faire des propositions bien détaillées, mais à partir de l'année 2010, c'est devenu le plan de Caire 2020. Et puis prendre beaucoup de ces foyers pour leur convertir dans des zones investissement et dans des zones touristiques. Des tours ont été construits et il y a eu un communiqué publié en ce qui concerne les risques ainsi que des études qui ont été faites selon les projets de développement et de construction qui montraient la portée de ces projets. Ça a bien entendu un impact sur les propriétés des terres, les leaders des communautés ont fait appel aux médias pour faire connaître la situation. Il y a eu tous les efforts pour éviter que le projet ait lieu. Moi, ce que je vous disais, c'est que nous vous prions de nous excuser, nous avons des interférences, nous n'attendons pas l'interprète d'arabe. Nous avons eu la sentence en tribunal pour arrêter les projets et changer l'endroit en respectant les terres communautaires. Ici, c'est un exemple qui nous montre des actions positives et des décisions positives de nos campagnes. Un autre, c'était sur les quartiers aux alentours de Caire. Ils ont construit des maisons. Ils ont imposé que les maisons ne devaient pas dépasser la limite des 5 étages et il y avait une considération de rue avec une planification très appropriée depuis les années 80, 60. Et puis les gens ont quitté l'endroit après la guerre, mais maintenant la terre est convoitée par les investisseurs, étant donné que les prix de la terre ont monté considérablement. Les prix pour mètre carré dépassent le 100 000 EGP et puis ils ont commencé à
il y a plus de 350 familles qui habitent là. Ils sont en train de négocier avec eux la compensation qui sera payée par l'État pour les 3500 familles qui habitent là. Ce sont des déclarations qui ont été faites selon les districts où les familles qui sont en train de négocier ont reçu des menaces s'ils ne vendaient pas ou passaient un accord. Et puis, ça aurait un impact sur un grand nombre de familles. On a fait appel aux médias de communication ainsi que la télé pour qu'ils puissent faire connaître cette situation et pouvoir protéger cette district 60. Donc, ils ont contesté l'argumentation qui menait au développement foncier de cette région. Donc, on arrêterait les évictions et les résidents allaient rester là. Il y a eu beaucoup de programmes télévisés et des nouvelles publiées dans les journaux sur la propriété. Merci de votre attention. On s'excuse, mais il y a eu beaucoup de coupures au niveau de la ligne de connexion d'Internet. Merci beaucoup pour m'avoir permis d'entendre des présentations si riches et puis les discussions sur les droits de la terre et les défenseurs de la terre. Nous constatons que leur travail est très difficile et ça comporte énormément de risques. Il y a beaucoup de dangers auxquels ils peuvent faire face. En Afrique du Sud, où un des défenseurs des droits de la terre a fait face à des menaces et nous avons aussi vu comment des personnes ont perdu la terre lorsqu'ils font la défense de la terre pour autrui. Maintenant, je voudrais vous présenter à Stanislas Kamangele. Hilary, je pense que nous avons un problème avec l'interprétation de l'arabe. Je vais juste vérifier que la connexion de Mandy est bonne.
Est-ce que les autres interprètes ont des difficultés à vous entendre pour qu'on ne perde rien de la prochaine présentation? Arab to English. On va continuer. Si jamais il y a des problèmes d'interprétariat, faites-nous signe. Je pense que tu peux introduire maintenant Stanislas Hilary. Moi, je voudrais vous présenter Stanislas Kamangele, qui est responsable des programmes et des communications de FERAPAD. Il travaille dans un projet de FERAPAD. Il est professeur assistant à la faculté de droit, département de droit privé et judiciaire de l'Université Espoir du Congo. Il est chercheur et auteur des ouvrages scientifiques sur l'administration de la justice dans la République démocratique du Congo et sur l'ordre public et la délinquance en RDC. Il est aussi dans Radio France Internationale et modérateur dans le land Fizi. Et Stanislas, vous avez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, merci, cher Hilary. Bonsoir à toutes les participantes, mais aussi les participants. Je viens de partager une bonne expérience de différents partenaires qui travaillent aussi sur les droits à la terre, mais aussi les droits des peuples autochtones. Ici, permettez-moi de vous présenter l'engagement de notre association, la FERAPAD, pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones pygmées, Batwa et Bambouti de la République démocratique du Congo, leur droit à la terre, mais aussi le droit à un habitat, un logement décent, mais aussi dans un environnement sain. Au fait, avant de vous présenter ce que nous faisons avec notre organisation pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones, Batwa et Bambouti, leurs droits fonciers, mais aussi leurs droits à l'habitat dans un environnement sain, je me disais que je pourrais profiter, si le temps me permettait, de vous présenter le motif ou le mobile qui a justifié la création de la FERAPAD. FERAPAD, comme vous l'avez suivi, Hilary vous a présenté, mais Nadine aussi. FERAPAD signifie Femmes rurales, amies de la paix et du développement. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de la FERAPAD? Comme vous aurez à le constater aujourd'hui, nous constatons tous qu'en Afrique, le jugement de valeur autour des femmes ou filles autochtones pygmées, Batwa et Bambouti sont nombreux et font que les conditions de vie de ces filles et de femmes autochtones pygmées laissent à désirer. Et surtout dans les zones rurales ou les zones isolées où nous travaillons, nous, au niveau de notre association, il y a beaucoup de commentaires ou des jugements de valeurs autour de la femme autochtone pygmée Mumbuti, son corps détient certaines potions qui aident un combattant à faire la guerre. La femme autochtone pygmée ou la fille peut aider à un combattant d'avoir ou d'incarner beaucoup de force pour faire la guerre. Donc, beaucoup de jugements. Et ceci fait que pendant les circonstances de la guerre, la femme et la fille autochtone pygmée fait l'objet du théâtre de tous les maux. Elle est mutilée, elle est violée, elle est forcée au mariage et ainsi de suite. Maintenant, la conscience qu'auraient prise les femmes et les jeunes filles qui habitent les zones rurales de Fizi leur a motivé de commencer comment réfléchir sur la mise en place d'une organisation, d'une structure communautaire qui pourra aider la femme et la fille autochtone pygmée, Mutwa et Mumbuti, à oser savoir pour revendiquer ses droits, pour revendiquer sa dignité. À ces jugements de valeur,
que nous constatons dans les zones isolées, vous allez aussi vous rendre compte que la pauvreté, la dépendance économique, le manque des mécanismes appropriés pour l'autonomisation socio-économique de la femme Mumbuti et Mutwa, qui arrache son droit le plus fondamental à la propriété foncière, mais aussi terrienne. Alors, préoccupés par les dangers pouvant découler de cette situation, si elle persistait, les femmes activistes de la paix et du développement se sont réunies pour mettre en place une structure qui, en dehors de promouvoir les droits de la femme et de l'enfant, Mutwa et Mumbuti, cette structure cherchera à prévenir des solutions aux conflits communautaires, surtout les conflits fonciers, mais aussi les conflits liés à l'habitat. Et surtout ces conflits qui mettent en cause ou qui mettent en concert les peuples autochtones Mumbuti et les peuples autochtones Mutwa et d'autres communautés qui l'environnent ou qui l'entourent. Avec cette vision, avec cette prise de conscience, les femmes qui se sont réunies autour de l'association Ferapat se sont assignées pour mission d'accompagner les femmes et les enfants, filles habitant les zones rurales de l'Est de la République démocratique du Congo et victimes des coutumes et des pratiques rétrogrades et des guerres à répétition à l'Est de la République démocratique du Congo vers une paix durable et une émancipation et la dignité. Je disais que la FERAPAD, comme association à but non lucratif, s'aligne sur différents domaines d'intervention. Mais je vous ai épargné, compte tenu du temps qui m'a été réparti pour la présentation ce soir, j'ai laissé à côté d'autres domaines d'intervention de la FERAPAD pour aborder seulement dans le sens du domaine qui cadre avec les droits fonciers, mais aussi les droits à l'habitat. Et ces domaines n'est autre que les droits liés à la défense et la promotion des droits humains dans les zones rurales. Avec ces domaines d'intervention au sein de la FERAPAD, nous voulons bannir les coutumes rétrogrades défavorables à la dignité de la femme, émanciper psychologiquement et socio-économiquement les femmes survivantes des violences sexuelles basées sur les genres, mais aussi les femmes survivantes des coutumes défavorables à la dignité et les droits de la femme. Enfin, avec ces domaines d'intervention au sein de la FERAPAD, nous voulons promouvoir l'égalité des sexes et les traitements égaux entre l'homme et la femme. Comprenant déjà ce secteur-là d'activité de la FERAPAD, je m'en vais vous présenter l'approche de travail de l'association FERAPAD quand nous nous alignons sur les droits fonciers, les droits à la terre chez les peuples Batwa et Bambouti. Chers participantes, chers participants, membres de la Coalition internationale pour l'habitat, laissez-moi vous dire que pour la reconnaissance des droits de l'homme à l'habitat et à la terre, notre travail sur la mobilisation communautaire à s'impliquer dans la lutte pour la reconnaissance des droits de l'habitat et des droits à la terre. Permettez-moi aussi de vous présenter cette expérience qui date de très longtemps. Vous allez vous rendre compte que vous comprendrez avec moi que nos actions, nous, au niveau de la FERAPAD, s'orientent beaucoup plus vers l'accompagnement des femmes autochtones pygmées dans leurs efforts quotidiens d'intégration de la femme Mumbuti et Mutwa dans les processus de développement local, la gestion responsable de l'environnement et le bien-être de ménages des communautés Bambouti, Bat. Désolé, vous avez encore 2 minutes pour conclure. Désolé. Merci.
Je me disais que nous travaillons pour l'accompagnement des efforts des communautés autochtones Batwa et Bambouti pour leur dignité et pour le bien-être des communautés Batwa et Bambouti. Et maintenant, dans cet accompagnement que nous faisons au niveau de ces communautés, notre vision est de parvenir à éradiquer les inégalités sociales dans la région et promouvoir l'équité des genres et des communautés. Nous voulons protéger les droits pour toutes les communautés au logement, à la terre, dans un environnement sain. Nous voulons aussi contribuer à la promotion des efforts des communautés autochtones Batwa et Bambouti d'avoir un accès à un habitat et à la terre, un habitat décent et à une stabilité environnementale et alimentaire. Enfin, nous voulons accompagner les communautés Batwa et Bambouti dans leurs actions de plaidoyer pour les politiques et lois nationales respectant la dignité des peuples autochtones Batwa et Bambouti. Comme nous avions dit, ce travail, nous le faisons tellement que nous sommes dans les zones tellement isolées, enclavées. Nous sommes beaucoup de temps déconnectés du monde extérieur. Nous sommes difficilement connectés à l'Internet. Nous connaissons beaucoup de défis que nous aurons à présenter dans des sessions à venir. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette participation qui nous permet de compléter cette perspective globale. Ce parcours par les 3 continents du Sud mondial. Nous avons un temps pour échanger des commentaires, des questions. On vous encourage à faire usage de la parole avec vos commentaires, vos opinions, vos questions. Pour approfondir nos réflexions. Est-ce que vous aimeriez faire usage de la parole? Allez-y, Abdel Maoula. Merci, Carla, merci beaucoup. Pour être très sincère, les 2 présentations sont très importantes, puisqu'elles nous montrent les mêmes problèmes et les mêmes violations aux droits humains. Dans ces groupes, nous voyons qu'il y a une certaine susceptibilité. J'aimerais profiter de cette opportunité pour reprendre la présentation où on a parlé des expulsions et des évictions des gens. L'île de Warok, où il y a une sentence de 28 ans de prison, tout simplement pour s'être manifesté, pour avoir protesté contre ces lois. Et les Bambouti et les Batwa font partie de ces espaces vulnérables. Nous devons profiter de ces espaces pédagogiques collaboratifs pour créer des stratégies qui nous permettront de garantir la non-répétition de ces violations. Alors, en ce qui concerne la question posée par nos collègues lors des dernières présentations, quels outils et mécanismes pourrions-nous utiliser pour faire face à ces violations contre les groupes vulnérables ou vulnérés, endommagés? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Merci. Desmond, est-ce que j'ai la parole? Oui. Les 2 présentations nous donnent beaucoup d'informations. Un point que j'aimerais vous partager, c'est le sujet du droit des femmes à la terre et au logement. Cela vous semblerait
que c'est une question particulière de l'Afrique, la religion et la culture qui se trouvent vraiment enracinées et qui représentent un problème contre les droits des femmes pour qu'elles puissent avoir un logement ou des terres en dignité. Et c'est en ce sens-là que la production de ces logements, en fin de compte, elles n'ont pas le droit au logement, elles n'ont pas le droit à recevoir un héritage et cela complique notre situation. Pour cette raison, on devrait développer des stratégies de plaidoyer politiques qui nous permettent d'affronter les problèmes de culture et de religion. Pendant que le problème culturel et de religion sera encore présent et qu'on ne le résolve pas, les droits des femmes au logement et à la terre seront encore un grand défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Desmond. Hilary, vas-y. Hilary, est-ce que tu m'entends? Tu as levé la main. D'accord, merci beaucoup, Carla. Tout simplement, je voulais faire un commentaire. Je voulais ajouter ça à la conversation. Je pense que cela a déjà été dit au début. Cela était lié aux victimes qui étaient des femmes et des enfants. De même, j'aimerais inclure la jeunesse. En essayant de faire du plaidoyer politique et en même temps en promouvant les droits à la terre, il faut considérer un composant actif de la société, c'est-à-dire le tissu social, c'est-à-dire les jeunes. Nous devons créer une jeunesse forte, solide. Je m'excuse, on n'écoute pas Hilary. Je crois que nous avons perdu Hilary. Oui, en Amérique latine, j'aimerais vous commenter. C'est aussi très important. Il y a un problème avec les droits des femmes en ce qui concerne l'accès à la terre. Mais comme cela a déjà été mentionné, nous avons des expériences qui relient la conquête de ce droit et l'appropriation de la terre en tant qu'un droit humain à travers des façons coopératives. Mais aussi par le protagonisme plus récent, comme Raquel l'a déjà dit, pour la lutte, la défense, donc dans beaucoup de pays de nos continents. Lorsque la promotion de ces façons d'autogestion sont reliées avec ce protagonisme. Depuis les femmes et d'autres dissidences. Je pense que cela est fondamental. Nous voyons cette résistance au Mexique, différents mouvements dans le sud qui sont liés à la lutte contre le caractère financier, tout en approfondissant ce sens de marchandises qui nous menacent. Donc, on vous propose de prendre la parole. Je ne sais pas si Ahmed voudrait commenter. Nous avons encore 10 minutes. Désolée, Carla, moi j'ai plein de problèmes avec l'Internet.
Je perds la connexion. Mais s'il y a des questions, je serai ravie de vous répondre. Je n'ai pas écouté la question préalable du groupe préalable sur les droits paysans. Je ne sais pas si cette question m'était dirigée ou peut-être qu'elle était dirigée à quelqu'un d'autre et je n'ai pas entendu la personne qui l'a faite. Donc, je ne sais pas si cela c'était une déclaration. Je pense qu'il parlait de la déclaration des droits paysans. Je crois, Sylvia, qu'il y a un intérêt de voir comment ces déclarations et ces progrès internationaux se transforment en des progrès réglementaires et de politique dans les territoires. Il faudrait avoir une réflexion de cette expérience. Et disons qu'en ce qui concerne la déclaration des droits paysans, j'aimerais vous dire que c'est une déclaration qui n'a pas servi tout simplement pour diffuser une problématique. C'est une déclaration approuvée par l'Assemblée générale. Cette déclaration sur les droits de la population, concrètement. Il faut le dire, ce sont des déclarations qui ne sont pas, elles ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire les États qui ne respectent pas cette déclaration ne vont pas recevoir une pénalité. Mais c'est une catégorie que nous avons dans la première déclaration de 1948. C'est dans la déclaration des droits humains, c'était une déclaration très importante. Et nous pouvons le voir dans les tribunaux locaux de plusieurs pays pour voir toutes ces déclarations et cela inclut au niveau international. Je vous dis cela pour que cela ne soit pas considéré tout simplement comme une considération médiatique. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des changements dans les législations locales et si, comme je vous l'avais dit, comme je vous le disais, la voix paysanne a vu le besoin de faire des réformes. Cela est fondamental. Et comme Raquel le disait, c'est une très bonne déclaration. Mais je pense que la richesse de cette déclaration est aussi liée à la déclaration sociale, comme celle de la voix paysanne au niveau international et national. Il y a un effort qui est fait dans plusieurs endroits du monde. Et nous avons vu que Carla représente d'une certaine façon des propositions législatives très innovatrices. Et si on parle de cet effort pour cette reconnaissance internationale du droit à la ville, si on voit l'effort de HIC qui a construit cette charte mondiale pour le droit à la ville, il faut dire que dans le cas de HIC, nous pouvons le voir au niveau national aussi pour la reconnaissance de ce droit. Et en Équateur, au niveau local, dans la constitution de la ville de Mexico, et aussi ce droit. Et il a un ancrage très important pour le droit
à la terre. Donc, on l'a déjà réussi dans quelques constitutions, le fait que le droit au sol soit reconnu comme un droit complètement à part. Et cela est pour répondre à ce que Carla était en train de demander sur les principes de cette déclaration et sur ce droit et comment on a pu avoir un impact dans les déclarations nationales. Merci. Ici en Argentine, il y a un projet de loi pour la terre. Cela est lié à Via Campesina, à la voie paysanne, et cela est lié. Nous avons sur le chat la participation de Nairobi, les processus de gentrification. Donc, vous pourrez faire usage de la parole. Il semblerait que nous avons perdu notre collègue. Alors, Stanislas, vous avez levé la main, vous avez la parole. Oui, merci pour cette parole. En fait, j'ai une question. L'expérience que nos amis ou nos collègues ont partagée m'a beaucoup plus inspiré. Maintenant, je me disais, comment est-ce que nous qui sommes un peu éloignés des centres urbains, pouvons avoir accès à ces instruments-là juridiques de déclaration là, des droits des peuples autochtones, de déclaration sur l'habitat, droits fonciers. Comment nous pouvons aussi accéder à des instruments comme ça qui sont traduits en français? Merci. Dan, est-ce que vous voulez répondre? Vous avez le microphone. Vas-y, on ne t'entend pas. D'autres participations, d'autres réflexions à partir de la question de Stanislas? Je pense que pour notre prochaine réunion, en ce qui concerne cette question, on pourra continuer avec cette conversation, comment développer des actions efficaces. Et l'ami? Veux-tu participer? As-tu un commentaire supplémentaire? Je me demandais s'il y a des participants qui aimeraient participer sur cette discussion, s'ils aimeraient dire quelque chose. Mais est-ce que tu aimerais faire un commentaire?
Comme Abdelmallah l'a dit, les expériences que nous vivons dans nos pays et en particulier celles qui sont présentées en Afrique ainsi que d'autres qui sont mentionnées en Amérique latine nous montrent que les problèmes de la terre et de l'habitat sont très similaires et sont très communs pour ainsi dire et qu'il y a une violence exacerbée contre les mouvements et les luttes et en particulier celle des paysans qui veulent défendre leurs droits à la terre et au logement. À Bahreïla en particulier, les fermières ont été assassinées en défendant leurs terres. Il y a quelques personnes qui ont été détenues pour attaquer la police. Il y avait aussi une autre ville où ils ont essayé de déposséder les paysans qui avaient déjà payé pour leurs terres. Beaucoup de personnes ont été arrêtées. On peut voir que les deux groupes avaient le même objectif. Il me semble que cette réunion est extrêmement importante. Nous partageons des expériences de tous les pays différents qui nous permettent de développer toutes nos actions vers le futur. J'aimerais vous remercier tous les participants qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce commentaire. Nous avons eu une session excellente. J'aimerais remercier tous les orateurs et toutes les oratrices, ainsi que les participants qui ont partagé leurs impressions avec nous. C'est la troisième des 4 sessions. La session numéro 4 ne sera pas faite mercredi comme les autres séances, mais nous l'aurons le lundi 30. Donc, s'il vous plaît, notez-le dans vos calendriers. Comme on l'a dit, cette séance se centrera dans la construction d'une proposition de l'incidence politique, d'un plan. Je sais que Stanislas nous a demandé comment les pays comme le sien peuvent mettre en œuvre la déclaration des droits des travailleurs agricoles. C'est quelque chose que nous allons reprendre lors de la séance prochaine et vous pourrez utiliser le Google Classroom pour continuer avec ces conversations. Les organisations qui ont cette expérience et donc on pourra partager les stratégies, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser. Donc, rappelez-vous, la question suivante sera publiée dans le Google Classroom afin que vous répondiez. La question est la suivante. Quelles sont les stratégies de plaidoyer politique que vous pourriez faire à partir de vos régions et qui pourraient contribuer à lutter contre les violations des droits à la terre? Donc, ce sont les questions qu'on va faire. Ayez la liberté de partager vos stratégies de plaidoyer politique. De même, j'aimerais vous rappeler que nous avons un formulaire d'évaluation pour que vous nous envoyiez vos commentaires pendant cette séance. On va les ajouter sur le chat. C'est tout simplement pour que vous partagez vos commentaires, vos impressions pour les séances futures. On vous remercie pour vos commentaires. Encore une fois, j'aimerais vous remercier. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Mais- Merci.
Merci.